préparateur physique, kiné, médecin, chirurgien, mais chacun son champ de compétences. Encore une fois, l'idée c'est de partager. Il y a plein d'outils, il y a plein de stratégies, et chaque vie, c'est un métier, la formation. Hein, et on ne nous apprend pas ça. Tu peux avoir 5 doctorats en biomécanique, on t'a pas appris à être enseignant. Ils n'ont pas compris que c'était des outils pour tes compétences finales. Ils ont mis ça comme des matières, comme je dis, sous-jacentes, cadrées, avec une note qui compte pour un trimestre, qui compte pour une année. Alors qu'en fait, c'était l'outil de la vraie vie, quelque part. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est un coach qui sourit, qui est toujours dans le positif. J'aime bien les gens de la good vibe. Parce que si tu envoies que des ondes positives, les gens, ils pensent positif. Mais il n'y aura pas d'impact sur la croissance. Je savais pas, vous voulez faire 25 heures de musculation par semaine ou pas? Oh mais non. Oh, c'est bon alors. Salut Didier, comment tu vas? Bienvenue sur le podcast. Ça va très bien et toi? Je te remercie de l'invitation déjà. Non, écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir. Tu as été demandé plusieurs fois par l'audience, donc te voilà aujourd'hui. D'accord, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien, sinon ils ne m'auraient pas réclamé. Et donc, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, nom, prénom, ça a déjà été donné. L'âge, ça commence à devenir indécent. J'ai double 4. Et donc, ça fait, à l'air de rien, ça fait 21 ans que je suis dans la profession, si ce n'est pas, ça va peut-être faire 22 ans maintenant. Donc, ça commence à faire. Je suis parti des sports de combat, j'ai enchaîné sur la musculation, j'ai été prof de muscu, coach, formateur. J'ai ouvert mes propres écoles, j'ai fait de la préparation physique, j'en fais toujours. J'ai coécrit des chapitres d'ouvrages, puis un bouquin qui se vend un peu plus que les autres, quand même, qui s'appelle La Bible de la préparation physique. On est déjà à la 3e édition depuis 2013. Ouais. C'est-à-dire qu'il fonctionne pour qu'on le réédite. Alors, c'est pas qu'une réédition, il y a les réimpressions. La réédition, c'est une réécriture d'une partie du livre, voire des ajouts. Là, c'est la 3e version. J'espère bien un jour avoir 70 ans et en être à la 12e édition. Ouais. Un bouquin qui évolue, encore une fois, c'est une bonne santé, puis surtout qu'on est dans un secteur qui évolue et tout le temps. Il n'y a pas une seule semaine sans que je sois à l'affût d'un article. Ça concerne la force, la puissance, les différents publics, enfin, tout le temps. Et si on ne se met pas à jour, alors, on devient un petit peu has-been, comme un informaticien qui serait resté à Windows 3.11. Et je pense que ça n'existe pas. Je pense que ça n'existe pas. Dans ce métier-là, je pense qu'ils crèvent, les mecs. Nous, on peut avoir des coachs sur Windows 3.11. Ça peut encore passer. Parce qu'il suffit d'avoir un joli sourire, d'être très sympathique, et puis ça devient un bon coach, un bon préparateur physique, portant des choses extrêmement vieillottes qui traînent, mais il y en a un petit paquet quand même. Ouais, donc on va passer un petit peu de temps sur ces choses vieillottes, mais d'abord, je veux parler un petit peu de toi, de ton parcours en tant que formateur. Comment est-ce que tu en es venu à devenir formateur? Bon, je pense déjà ça m'a toujours plu. Peu importe ce que j'ai fait, j'ai toujours formé. J'ai fait des sports de combat. Une fois que j'ai eu ma ceinture noire, je passais mon monitorat, j'ai encadré. Je suis allé à la Croix-Rouge parce qu'il fallait un PSC1 pour les diplômes de sport. J'ai fait formateur pour la Croix-Rouge pour les diplômes de Croix-Rouge. Donc SPS, CFA, PSE, PSE1, PSE2 après. Je suis allé dans le sport. Je me doutais que forcément, d'ailleurs, éducateur sportif, on encadre. Et j'avais envie d'évoluer. Et alors, quand même, il faut remettre les choses à leur place. Moi, en 99, en décembre, parce que c'est encore sur le site de Dijon, il y avait un colloque qui était sur la planification de la préparation physique et j'ai découvert Gilles Cometti et d'autres personnages. Et ce jour-là, je me suis pris mais la claque de ma vie parce que j'y suis allé qu'un melon comme ça en pensant être un jeune avec plein de connaissances et j'ai réalisé que je ne savais rien. Et je me suis dit, il y a des gens qui sont, c'était le mot de Cometti, il disait toujours qu'il y avait des gens stratosphériques, alors que lui était stratosphérique, il faisait partie des gens qui étaient là-haut. Et je me suis dit, j'aimerais bien être comme ce mec-là un jour. Mais pour moi, c'était pas possible. Mais je voulais être comme ce genre de mec. Et puis, finalement, on bosse. Et puis, la formation est venue un peu toute seule. On m'avait demandé ça pour la fédération de gym sur la région de Normandie. Et puis, en me traînant sur les forums, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop Facebook, c'était les forums, mais j'étais très actif sur les forums. Il y avait une école parisienne qui m'avait repéré. Puis, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, je t'avais repéré. Il me dit, je voyais bien, tu disais pas des bêtises. Il dit, je voulais te voir en vrai. Puis, il m'a proposé une place comme formateur. Bon, et puis là, étant un petit peu, je suis à l'inverse du stressé, mais j'ai envie d'apporter de la qualité. Donc, je suis venu faire un premier cours de 4 heures, j'avais 90 diapos, j'en ai passé que 30. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais des choses à dire. Et puis,
ça avéré très vite qu'apparemment, c'était assez qualitatif ce que je faisais. Donc, très vite, je me suis retrouvé à faire de la formation un peu partout sur la région parisienne, jusqu'à temps que je fasse mon propre centre de formation. Donc, il y a toujours une fibre de l'enseignement. En fait. J'aime apporter quelque chose aux autres, j'aime partager. En fait. J'aime tirer vers l'eau tout le monde, en fait. C'est pas la politique de tout le monde. Ça, c'est un truc que j'apprécie. J'ai envie qu'on évolue. En fait. Si ça fait un résumé de mon parcours formateur. Oui, oui, c'est très, très bien. Est-ce qu'il y a eu ou quels ont été les moments clés dans ton cursus en tant que formateur? On va dire qu'à partir du moment que tu crées ton propre, parce que j'ai enseigné en crêpes, je vais dire, j'enseigne à la fac depuis 5 ans, mais moi je pense qu'à partir du moment que tu crées ton propre organisme de formation, en exagérant, tu fais un peu ce que tu veux, donc tu peux apporter la qualité que tu veux, et là ça c'est un gros moment. Donc la première école, ça a été un bon moment. Après, je suis passé à former à l'étranger, donc ça, c'est une petite satisfaction. Je pense que ce seraient les deux gros points. Là, d'ailleurs, on m'invite en Algérie 3 jours au mois de mai. Je suis invité un petit peu partout là en France. Je bouge, en fait. Je bouge. C'est une petite reconnaissance. À partir du moment qu'on te demande à l'étranger, je pense que tu sais que tu commences à faire un petit peu de bruit. Voilà, c'est sympathique. Pareil, je forme chez les kinés. Tu viens apporter des informations de préparation physique pour les kinés du sport. Tu dis que tu peux commencer à échanger de manière constructive. Il n'y a pas de hiérarchie. Préparateur physique, kiné, médecin, chirurgien, chacun son champ de compétences. Encore une fois, l'idée, c'est de partager. Donc, les deux moments, je pense que c'est ça, créer sa propre structure et puis commencer à bouger en dehors de la France. Tu dis que tu changes un petit peu d'atmosphère ou de niveau. Et puis, il y a un petit moment clé qui m'avait plu, ça c'est à titre personnel, parce que je me rappelle l'histoire Cometti. Quand je l'ai vu, je me suis dit que j'aimerais ressembler à ce genre de gars. Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis comme lui, mais je pense que je suis arrivé au niveau des acteurs influents dans le secteur. Mais quand je fais un stage en 2004 à Dijon, ils ouvraient le CEP2. J'avais eu une discussion et ils me posaient des questions assez pertinentes et un peu pièges. Je me rappelle avoir bien répondu à un truc. Il m'a dit, bah oui, ça me paraît limpide, mais lui, il enchaînait comme ça. Et dans ma tête, j'avais déjà le cœur qui était comme ça. Je me suis dit, j'arrive à suivre une conversation avec un mentor. Donc, c'est que je commence à avoir un niveau acceptable. Ça, c'est un moment qui m'avait percuté, en fait, qui m'avait tenu. Et si je te fais un élément à améliorer, j'ai quand même eu des retours, des fois, de stagiaires qui m'ont fait me remettre en question. Soit parce qu'ils avaient strictement rien compris, soit ils avaient l'impression que je n'étais pas là pour leur apporter des choses. Et moi, je suis remis en question avec ça, en me disant qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils comprennent mieux en fait les informations. Et puis j'ai été évalué une fois par une fille qui est elle est formatrice de formateurs. Donc on dit formateur de formateurs. Et elle m'a mis la claque aussi de ma vie, mais en négatif, sur le coup, parce qu'après j'ai compris que c'était pour s'améliorer. Puisqu'elle m'a fait le bilan de la journée, elle m'a dit écoute, sur le plan technique, rien à dire, c'était béton. Mais une fois qu'elle a dit ça, elle m'a dit par contre, j'avais pas l'introduction, je sais pas de quoi on allait parler, tu fais pas de synthèse. Elle m'a fait un truc comme ça, je me suis dit mais je suis nul. J'ai passé une soirée un peu désemparée. Par contre, le lendemain matin, la nuit porte le conseil, c'est une vraie expression. J'y suis retourné, mais presque avec le sourire, en lui disant qu'est-ce que je dois faire, est-ce que tu peux me réévaluer. Alors, j'avais compris que c'était fait pour m'améliorer. Depuis, de temps en temps, je lis des ouvrages sur justement la formation. Il en existe plein. Un formateur, de formateurs. Il y a plein d'outils, il y a plein de stratégies. Et ça, tu dis, c'est un métier, la formation. Et on ne nous apprend pas ça. Tu peux avoir 5 doctorats en biomécanique, on ne t'a pas appris à être enseignant. Donc ça s'apprend. Et il y a des gens qui sont très doués pour ça, très doués sur la pédagogie. Je ne suis pas encore très doué. Et je pense que je ne serai jamais parce que le très doué, ça devient un démagogue. Quelqu'un qui est fait pour plaire à tout le monde. Ça ne sera jamais moi, ça. J'aime pas ça. Mais en tout cas, voilà. Écoute, on a pris combien déjà? Une demi-heure? Ça va, ça va. Attention. On est encore dans les chiffres uniques, donc ça va. Si on fait un petit flashback sur le début de ta carrière de formateur, comment est-ce que tu t'y prenais pour préparer une présentation? Comment est-ce que tu abordes un nouveau sujet? Et ensuite, peut-être donne ta version d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans ton processus? J'aime la deuxième partie de ta question parce que c'est ça qui est intéressant. Les premières fois, tu ne sais absolument pas comment construire un sommaire. Tu ne sais pas, tu passes longtemps avec la vraie feuille blanche parce que donc je me remets à la place d'un étudiant. Quand il a un cours, il ne sait pas ce qu'il faut retenir. Toi, tu ne sais pas ce qu'il faut enseigner. Donc,
À l'époque, j'aurais dû faire des photos, mais on n'avait pas les appareils téléphoniques avec l'appareil photo intégré comme maintenant. J'avais à peu près 5, 6 livres minimum d'ouverts dans les mêmes chapitres. Donc j'essayais de tout lire, d'essayer de faire une synthèse de tous ces ouvrages, plus quelques articles. Oh, j'étais pas aussi doué que maintenant. Maintenant, je vais pas ouvrir 5 livres, je vais plutôt ouvrir 30 articles de PubMed, de ce que tu veux. Je peux faire une liste de tous les sites où on peut récupérer de l'information. Et donc voilà, j'avais plein de livres et j'essayais de faire une synthèse. Et par contre, quand dans un des livres, il y avait une information différente des 4 autres, je pointais dessus. Je me disais toujours, c'est que eux, ils ont dit un truc qui doit être différent, qui doit être pertinent. Et c'est ce qui est un petit peu, tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ce qui a fait un peu le truc de ma carrière, c'est qu'à chaque fois, je disais un truc qui n'était pas comme les autres. L'acide lactique, c'en est un. La formule de la fréquence cardiaque, c'en est un deuxième. L'utilisation des graisses, un troisième. J'en ai eu plein comme ça. Et chaque fois, on me dit, ouais, mais tiens, Didier, t'as toujours des trucs différents des autres. Genre, jamais tu dis comme tout le monde. Ben non, mais c'est peut-être parce que si cet ouvrage-là dit pas comme les autres, c'est que soit ils sont complètement à la bourre, soit ils ont une petite info que les autres n'avaient pas. Et ça a été une de mes particularités, de pointer le truc un peu différent sur lequel tu creusais derrière, tu disais, tiens, finalement, ils avaient l'air d'être dans le vrai, ceux-là. Ça, Du et coup, c'est le ça, discours que tu as envie d'enseigner. et ça vient à mon avis, hein, d'une certaine honnêteté intellectuelle, dans le sens où on ne va pas essayer de, on va dire, push under the rug, de mettre de côté l'information qui ne tient pas par rapport à tout ce qu'on veut présenter, mais vraiment, comme tu l'as dit, la mettre en avant et dire, ben, là, il y a peut-être quelque chose à aller creuser parce que c'est pas exactement en lien avec tout le reste. Donc, en gros, tu te détaches assez de l'information pour pouvoir avoir une vue d'ensemble plutôt que de te marier, en gros, au consensus actuel. Alors, c'est pas que ça n'a rien à voir, si, mais j'ai entendu une phrase il y a très peu de temps dans un Star Trek. Tu sais, il y a Star Trek Discovery qui tourne en ce moment. Mmh. Et dans la saison 1, il y a un moment donné, le capitaine du vaisseau qui deviendra le futur méchant dit la loi universelle est pour les laquais, le contexte est pour les rois. Et tu l'interprètes comme tu veux, mais soit tu es un mouton et tu as peur de déplaire à la masse et tu la suis. Et pour ça, regardez des expériences qui ont été faites en 1956 où on met des gens en groupe et on leur demande de savoir si les bâtons sont de la même longueur. Et en fait, il y a 5 complices et un mec testé. Mmh. Et quand les 5 disent c'est B, même si c'est complètement faux, qu'à l'œil nu, ça, en général, il y a 39% des gens qui B qui suivent par peur de ne pas plaire au groupe. Alors ça, alors là, moi, la peur, elle doit frôler le zéro absolu. Chez moi, voir, ça me plaît, titiller un truc, et je vais aimer le conflit un petit peu intellectuel, de défendre une idée qui n'est pas dans la base. Alors donc, je pense qu'il y a un côté taquin. Ouais. Il y a un petit côté, tiens, je vais faire chez tout le monde à dire un truc, mais en le défendant. Et effectivement, l'honnêteté intellectuelle, c'est dire, c'est qu'il y a quelque chose là, et c'est ça en fait, évoluer de toute façon. En fait, soit d'ailleurs la science c'est pas la recherche, hein. La science c'est le résultat de la recherche. Donc normalement on expose la science, ce qu'on est censé savoir. On laisse le chercheur faire son boulot, le chercheur ne sait pas, donc il cherche. Et une fois qu'il l'a donné, il apporte sa contribution à la science. Et nous, on n'est pas des perroquets de la science, on essaie d'un petit peu de la comprendre et de filer la bonne information, encore une fois, pour élever tout le monde vers le haut. Donc, et je n'ai pas répondu à la question. La différence de maintenant, c'est que bon, les sujets, je les ai en tête. Aujourd'hui, je peux récupérer une méta-analyse sur un sujet, regarder les grandes idées. Souvent, je méta-analyse. Le début de la méta-analyse, c'est un très bon résumé, en fait, justement, de l'avancée d'un domaine. Avec ça, tu construis ton cours. Mais maintenant, je sais faire, en fait. Je fais un contexte, je peux donner une anecdote marrante, je donne une définition. En fait, aujourd'hui, créer un cours, c'est quelque chose même qui est plaisant et qui est très court. Alors qu'avant, pour créer un cours de 4 heures, une fois, j'avais noté que c'était au moins 3 heures minimum pour faire en 1 heure. Donc, allez, mais même 16 à 20 heures pour préparer un cours de 4 heures, c'était quelque chose de courant. Maintenant, tu vas me présenter, tu dois faire un cours de 4 heures, je ne vais pas te dire que je fais en 4 heures, mais c'est pas si loin que ça. Parce qu'une slide, tu peux rester 10 minutes dessus. Tu as des choses à dire. Je mets beaucoup moins de temps et puis je vais chercher l'information plus pertinente. Il y a une grande différence. Aujourd'hui, en 2021, est-ce qu'il y a des sujets que tu adores présenter, que tu adores enseigner? Oui, et pas forcément ceux que les gens pensent. J'aime la gauche, j'aime les filières énergétiques, j'aime ça, mais j'aime bien les pathos, j'aime le sport santé, parce que la préparation, c'est attention à ce que je vais dire. Les gens vont dire, oh là, il est prétentieux. Je veux dire que la préparation physique, on en a fait le tour au bout d'un moment. Tu as compris, même si tu as toujours des évolutions, bon, bon, voilà, c'est pas de la mécanique quantique, tu bosses pas pour la NASA. Par contre, le côté santé,
là, il y a des choses qui évoluent en permanence. C'est pas si simple. On peut très bien enseigner le diabète, l'hypertension, les maladies les maladies cardiovasculaires. J'allais faire un autre petit truc, mais d'accord. Mais ensuite, aller creuser, voir ce qui se passe, quels sont les mécanismes sous-jacents, c'est de la physio. Et la physio, là, je ne vais pas dire que c'est à l'infini, mais ça évolue en permanence. Et je trouve ça super passionnant de comprendre ce qui se passe derrière. Mhm. Donc maintenant, j'aime bien le côté santé, j'aime bien parler des différents publics, même si j'interviens pour le DU de Lyon sur la puissance et l'explosivité. C'est super sympa. Mhm. Mais bon, je dis le côté santé, comment ça va. Alors, c'est pas le fait que je suis en train de vieillir, je pense pas. C'est le fait que je me rends compte que le champ, il est plus large et qu'il y a Mhm. encore plus de choses à découvrir. Mhm. Avec ton expérience, je pense qu'il y a peut-être une tendance à, quand tu prépares des présentations ou des cours que tu vas donner, à peut-être reprendre du matériel que tu as déjà utilisé ou on va dire peut-être à prendre certains raccourcis. Comment est-ce que tu continues d'évoluer en tant que formateur? Comment est-ce que tu ne restes pas sur tes lauriers et tu continues à essayer d'aller toujours un petit peu plus loin, toujours faire plus, toujours faire mieux? Oh bah, l'exemple très concret, il y a 3 semaines, dans la même semaine, sur 2 groupes différents, je fais le même exposé. Entre les 2 exposés, il y a avoir 10 slides de plus entre le lundi et le jeudi. C'est-à-dire qu'en fait, la veille d'un cours que que je maîtrise déjà, je regarde s'il y a des trucs nouveaux. Et en fait, j'en ai envie parce que si je réitère le même PowerPoint, je m'ennuie. C'est-à-dire que j'ai l'impression de devenir un perroquet. Donc, systématiquement, je fais des choses nouvelles. Donc, déjà, ça, c'est un truc. Et si je viens pour faire un séminaire, là, je suis une catastrophe. Et t'as raison, je me sers de choses qui existent déjà. En exagérant, je pourrais venir sans ordinateur. C'est juste que le fil conducteur, tu es en train de l'improviser au fur et à mesure. C'est dommage, tu peux rater des informations pertinentes que tu avais vues il y a 2 jours. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai pas de stress. C'est que ceux qui me connaissent, ils m'ont vu préparer la présentation pendant le séminaire et je Mmh. suis à 1 heure passée. Ce Mmh. qui ferait stresser n'importe quel étudiant, mais je suis pas en stress. Je sais que j'ai le contenu pour. Mais en tout cas, ce qui me stimule, moi, c'est je sais que j'enseigne un truc, je vais regarder avant. Et là, encore une fois, je ne sais pas sur quoi tu veux m'emmener après. Donc, bah, j'ai rien eu à réviser. et puis ça ira très bien, de toute manière. Mais non, moi je ne peux pas m'ennuyer. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a duré 4 ou 5 ans. Mmh. Alors que là, formateur, ça peut durer, je pense, longtemps. Bien que j'ai fait des pauses, il y a un moment donné. Parce que ce qui peut me fatiguer, c'est l'étudiant en face qui ne répond pas, en fait, à toi, ta stimulation, qui est là pour un diplôme Mmh. et qui vient de voir parce que s'il a mis 8,5 et qu'il avait eu 8, il avait le module. Ouais, il vient de pleurer un 0,5 points. Ça, ils savent même pas ce que ça me fait. Ça me fait monter, mais j'ai de l'adrénaline dans les veines, j'ai le cœur qui change de rythme, et j'ai envie de les envoyer paître en disant, mais tu te rends compte que là, tu es en train de me quémander, de valider une médiocrité. Mmh. Voilà. Parce que là, tu as eu 16 en sociaux, mais tu as 8,5 ici, là, ou si tu as 9, c'est bon, ça passe. Non, en fait, le vrai truc, c'est que tu n'as pas assez bossé, tu rebosses cette compétence, surtout quand c'est le cœur du métier. Donc ça peut me faire un petit peu perdre de la motivation. Mais moi, à titre perso, je lis tout le temps. Mon budget livre annuel est quand même assez élevé. Mmh. Je veux parler de toi. On a parlé du Didier le formateur. Je veux parler de Didier l'auteur maintenant. Quand est-ce que tu as commencé à écrire pour les autres? La première fois qu'on m'a demandé, je crois que c'est en 2006-2007, puisqu'on a sorti avec Alexandre Delal de l'entraînement à la performance. On s'était rencontrés, nous, au DESS de Strasbourg. Lui, il était directement dans le foot. J'y connaissais strictement rien en foot, mais il savait que j'avais des compétences sur la musculation, forcément, et puis l'énergétique. Donc, j'avais fait le chapitre sur la bioénergétique, l'appareil musculaire, et puis le renforcement musculaire dans le foot. Donc, ça a Mmh. commencé comme ça. Ensuite, ça a dérivé. Il y a Thierry Brodel qui m'a demandé des petites choses. Il ne faudrait pas oublier. En fait, à force, j'oublie sur de petits trucs. J'ai dû contribuer à d'autres trucs, évidemment. Et c'est en 2012 que Renaud Dubois, puisqu'on avait déjà collaboré ensemble sur l'ouvrage de Thierry Brodel, et il me suivait sur les réseaux, m'avait demandé un ouvrage, avec ses termes à lui, une référence incontestable et absolue dans le domaine de la préparation physique. Mais c'est quelqu'un de très honnête et très entier, en fait, Renaud. Donc lui, il voulait du lourd, en fait. Mmh. Alors, moi, avec mon honnêteté, j'ai dit, ça sera pas possible de faire un truc incontesté et absolu, exhaustif. Mais je dis, on va essayer de faire un truc quand même conséquent. Parce que en préparation physique, finalement, en français, il n'y a pas tant d'ouvrages que ça. Quand on dit il y en a beaucoup, présentez-les-moi. Je serais ravi de les lire. Parce que moi, j'étais resté sur Michel Pradé, la préparation physique, collection INSEP.
c'est vrai qu'il y a eu quelques ouvrages, je crois qu'il y en a un chez Chiron, que j'ai découvert qu'après, mais finalement, de la préparation physique, il n'y en avait pas. Donc, c'est là que j'ai pas imposé, mais j'avais dit, pour qu'il fonctionne bien, il faudra le coécrire. Tout de suite, j'ai pensé à Pascal, qui je travaillais depuis longtemps déjà, Mhm. que j'ai découvert sur Internet il y a des années. Et puis, j'ai bien fait, parce qu'à nous deux, on se complète bien, on se corrige mutuellement. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui écrit, il envoie à l'autre, l'autre qui rajoute, il efface aussi des trucs, enfin, il les barre, on s'appelle en disant tiens, pourquoi tu as barré ça? Ah, tu as dit ça, mais c'est pas vrai. Ah, génial. Moi, je me rappelle, mon petit détail, c'est j'avais marqué que le tendon étant mal vascularisé. Là, sans justification scientifique, hein. Il me le barre, il me dit non, pas du tout. Et puis, il y a une petite vidéo où en fait, tu vois un mec qui coupe un tendon et ça pisse le sang. Et le mec dit, vous voyez, contrairement aux ouvrages d'anatomie, un tendon est richement vascularisé. C'est juste qu'effectivement, c'était pas une aorte gros comme le pouce qui arrive sur un tendon, mais un capillaire proportionnel. Par Mhm. contre, il est richement vascularisé. Ce qui fait que c'est long à cicatriser, c'est qu'il est en bout de chaîne, c'est de la matière un peu plus dure, etc. Et on continue à dire qu'un tendon est mal vascularisé. Et ça, c'est juste un exemple. On se fait ça mutuellement. Et du coup, on s'élève en fait, hein, à faire cet ouvrage. Il semblerait qu'il marche bien, puisqu'on finit les réédités. Il y a d'autres bouquins en fait en projet là, mais il faut du temps. Et Mhm. il faut que je me prenne ce temps en fait. Je vais le prendre. Parce qu'il m'a pas pris tant que ça, moi, la Bible de la préparation physique. Hein. Ce que finalement, c'était la traduction de nos cours. Mhm. Alors, on avait des cours très complets. Moi, je fonctionne en double écran. J'avais juste à mettre l'écran ici et à réécrire ce que je disais en temps normal. Mhm. Donc, c'était pas très long. Il y a un chapitre, c'est celui-là, c'est magique, je l'ai fait en une nuit. 8 heures du matin, 20 heures, pardon, 20 heures, 8 heures le matin, je l'ai envoyé à l'infographiste parce que j'étais en retard. J'ai fait un chapitre en une nuit. C'était lequel? Celui sur la vitesse, c'est vrai en fait. Celui sur la vitesse, je l'ai fait le plus vite possible. Et ce qui est magique, encore une fois, c'est quand je vois un étudiant qui nous met 6 mois à essayer de rendre 22 pages et qui me dit que c'est long, j'ai envie de dire écoute, moi tu me donnes 6 mois, je te fais 3 livres. Hein. Mhm. Donc, tu vas réussir à me faire 22 pages. C'est juste qu'il va falloir hiérarchiser les idées et à un Ouais. moment donné arrêter Netflix. Hein, voilà. Mhm. Est-ce que tu dirais que peut-être la facilité que tu as ou que tu avais à écrire déjà, ça venait de, on va dire, de la profondeur de tes connaissances dans beaucoup de domaines différents qui font qu'au final, tu as déjà une base de travail qui est énorme. Tu n'as pas nécessairement besoin de faire euh, énormément de lecture et de recherche pour ensuite écrire ta propre version. Ben, c'était ça, puisqu'en fait, encore une fois, les écrits existaient. Et là, ce qu'il a fallu simplement des fois refaire pour le livre, c'est être sûr de ce que l'on racontait, sans nous-mêmes l'avoir déjà vérifié, puisqu'il a fallu rajouter les références. Et c'est là qu'on s'est enrichi nous-mêmes, puisque finalement, on dit ah bah mince, j'ai enseigné ça depuis 10 ans ou 11 ans, et finalement, c'était pas entièrement juste. Alors Mhm. ça, c'est à la fois valorisant sur le coup, puis après, tu dis mince, j'ai enseigné des trucs qui n'étaient pas très, très à jour. T'en as en tête des Mais sujets comme ça? l'échauffement, je pense que sur l'échauffement, il y avait des trucs qui n'étaient pas très justes. Je t'ai parlé du tendon. Je suis en train de chercher, tu vois, sur ma petite gauche. Mais je sais pas trop pour le reste. Parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup écrit. Mhm. Donc, ça Mhm. aura fait de tous les trucs pas très justes. Sur le coup, c'est pas facile. Mhm. Et si tu devais ajouter 3 chapitres à la Bible de la préparation physique, ce serait quoi? C'est vache, parce qu'il y en a un que j'avais en tête et les gens vont le savoir. Ça fait longtemps que je parle des différences hommes-femmes en me disant qu'en préparation physique, on s'en fout un peu. Et finalement, c'est pas entièrement vrai. Donc, franchement, j'ai envie de faire un chapitre sur la femme et la préparation physique. Mhm. Surtout à notre époque, limite, ça va me faire plaisir. Euh, parce que finalement, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie, par contre, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est ça, parce que les gens, je pense, n'arrivent pas à comprendre. La masse musculaire n'est pas égale. Déjà, rien que ça. C'est quoi cette histoire? Nous ne sommes pas égaux. Mais ça ne change rien. Nos droits, il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas parce que Mhm. j'ai plus de masse musculaire que j'ai plus de droits. Hein. C'est ça, il faut le faire comprendre. Et puis, il y a quand même des petites choses avec l'entraînement. Les menstruations ont un impact réel, bien que j'ai lu une fois qu'il existait peu d'études là-dessus. Bah, tiens, il y en a qui ne doivent pas savoir chercher dans la littérature. Euh, période de ménage, triathlète, manque de fer, 14% de max en moins, hein, sur une période de 5 jours. Mhm. 14%, c'est pas négligeable, hein, Ouais, c'est c'est clair. un vrai chiffre. Ouais, ouais. Donc, non, j'ai envie d'écrire un petit peu là-dessus. Et ça, c'est le chapitre que j'en teste. Les deux autres, en fait, il y en a un, ça sera carrément sur la cuite, la suite des femmes, parce que j'ai envie de faire un truc sur le périnée. Tu sais, quand je suis pas bien, plus l'activité physique, mais en fait, je vais en faire un livre là-dessus, un livre entier.
Mhm. Parce qu'il y a un livre qui existe depuis longtemps et qui est discutable. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mhm. Là, j'ai envie d'écrire sur le sujet parce que les études existent. Je pense qu'on dit des énormités depuis 17 ans et on fait faire des trucs qui finalement sont dangereux et en disant qu'en faisant ces choses-là, on évite des choses dangereuses. Et c'est injustifié. Voilà. Mais moi, le seul chapitre là, je te dis préparation physique chez la femme, ou trouver un joli terme pour que ça passe bien. Mhm. Je sais que Encore la femme, c'est toujours compliqué, 3 petits points. je sais que tu as une grande bibliothèque de livres à la maison. Est-ce qu'il y en a peut-être une petite poignée qui t'ont marqué le plus de toutes tes lectures que tu as fait au cours des années? Ah, mon préféré depuis toujours, c'est la biochimie des activités physiques et sportives de Portman et Boisseau, hein, aux éditions de Bock. Celui-là, je l'affectionne particulièrement. Il est extrêmement riche. Il m'a fait évoluer. Quand je l'ai acheté, je l'ai feuilleté, j'étais ravi. Je l'ai refermé, je ne l'ai pas ouvert pendant un an. Je le trouvais trop dur pour moi. Mhm. Et puis, je me suis forcé à aller dedans. Aujourd'hui, c'est une. Oh, le bouquin n'est pas un bouquin de vulgarisation, hein. Sans dire qu'il est simple, c'est devenu une base en fait. Et je le connais tellement bien que je peux aller te rechercher l'information pertinente. J'ai une assez bonne mémoire quand même. Je vais aller chercher une information, je retrouve la page assez vite. Et quand je commence à mettre 2 minutes à chercher une page, ça commence à me fatiguer. Donc celui-là, je l'affectionne vraiment bien. Mhm. Ensuite, je peux en remettre deux, trois autres. J'en ai plein. Les bouquins de Michel Dufour. Alors, attention, il y a 2 homonymes. Michel Dufour, le kiné, qui fait des bouquins de maths, et les bouquins de Michel Dufour, le préparateur physique. Les bouquins de Michel Dufour sont excellents. J'aurais aimé qu'il continue à en écrire. Je sais pas dans sa tête. Il peut être déçu aussi d'avoir vendu pas trop d'ouvrages parce que la maison d'édition est pas assez connue, parce qu'ils sont un peu peut-être complexes à lire. Moi, quand je les donne aux étudiants, ils me disent ouais, mais il est dur à lire. Non. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il apporte plus de questions que de réponses. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ces questions sont des réponses. Parce que maintenant que tu as la question, tu vas en trouver une réponse quand même. Tu vas y arriver à prendre une décision. Et Mhm. ce livre est fait pour te poser des questions que tu ne te serais pas posées si tu ne l'avais pas lu. Mais ce n'est pas dans l'esprit des gens. Ils veulent des solutions. Alors, c'est bien hein, un livre de recettes. Hein. C'est pas des recettes hypothétiques. C'est pas tiens, voilà des ingrédients, qu'est-ce que vous pourriez faire. C'est voilà comment on fait des crêpes. Hein, voilà comment on fait une pizza. Mhm. Le bouquin, c'est tiens, voilà des outils en fait qui pourraient peut-être vous guider quelque part. À vous de vous débrouiller avec. Moi, j'aime Mhm. bien ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être, on va dire, encouragé et renforcé un petit peu dans le cursus éducatif des coachs et des préparateurs physiques, cette idée d'essayer de s'amener à répondre à des questions qui sont peut-être difficiles pour nous à ce moment-là, en guise d'éducation, vraiment, au lieu de, comme tu l'as dit, d'avoir la recette toute faite devant soi et de juste devoir la mémoriser, parce qu'au final, ça, si on se force à trouver la réponse nous-mêmes, on va retenir cette information beaucoup mieux que si on essaie d'apprendre quelque chose par cœur pour un test et ensuite on va vite l'oublier derrière. Alors, j'y adhère complètement. Ce que tu dis, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai pas les compétences pédagogiques. Je pense qu'un jour, je discute avec des gens qui sont très spécialistes de pédagogie parce que j'aimerais les répondre. C'est ce que j'essaie de faire. En cours, quelques fois dans l'année, j'essaie de les faire synthétiser des ouvrages, des chapitres d'ouvrages, des articles. J'essaie de sortir des problématiques sans donner les réponses. Des fois, je lance exprès un espèce de petit truc comme ça en disant ils vont poser derrière. Une écrasante majorité veut la réponse tout de suite. Mieux que ça, tu vas sur Amazon, tu vois, on a reçu un commentaire Pascal et moi assez négatif hein, de l'ouvrage. À une époque, ça m'aurait fait bondir. Aujourd'hui, c'est pas ni chaud ni froid. Je comprends, le mec n'a pas du tout aimé le livre et dit qu'on s'est amusé à dire d'abord à dire des choses pour dire que ça, ce n'était pas vrai. Et ensuite, on donnait la vérité. Mais oui, justement, il faut avoir toutes les versions de l'histoire. Parce que si tu as que les bonnes réponses, un jour, tu vas tomber sur les mauvaises réponses. Et Mhm. tu vas dire, ah bah tiens, il y a ça qui existe. Parce qu'on t'a pas enseigné que ça existait, que c'était pas bon. Tu vois. Donc, j'aimerais, moi, avoir enseigné le truc le plus large, mais il faut qu'en face, on accepte ce genre de truc. Attention, il n'y a pas des passionnés en face. Il y a des gens en reconversion, ils ont envie de faire ce métier, et comme ils disent, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mauvaise expression, hein, j'ai pas envie de me prendre la tête. Réfléchir, ce n'est pas se prendre la tête. Je citerai Alexandre Astier, qui le disait sur une émission. Hein. Il y a une différence entre les deux. Mais eux ne veulent pas se prendre la tête, donc ils veulent aller au plus simple. Puis, comme ils disent, moi, je veux juste faire du coaching. Voilà, ils ne veulent pas creuser. Donc,
moi, j'aimerais faire ça, mais en fait, ça ne sera pas accepté en face par une majorité. Donc, mais si tu en touches deux, trois, ce qui arrive, c'est déjà ça. Mhm. Dans le cursus éducationnel pour les préparateurs physiques et les coachs à l'heure actuelle, et bien sûr d'après ta perspective, quel serait un sujet qui peut-être prend un petit peu trop de place par rapport à son importance relative de manière générale, et ensuite au contraire un sujet qui ne prend pas assez de place par rapport à ce qu'il devrait, Ah, c'est une vraie question, ça, pertinente, et j'ai pas de bonne réponse. Si je prends le cadre du BP, bah, on est pas mal parce que finalement, l'écrasante majorité des cours est constituée sur l'entraînement. Si je prends la fac, à la fac, il y a beaucoup de matières générales. C'est génial pour la culture générale, c'est chouette pour un côté transversal, changer de cursus et d'avoir des équivalences. Mais quand je vois que sur 2 ans, on arrive à avoir moins d'heures que sur un an de BP, sur du contenu d'entraînement, je suis un petit peu gêné. Maintenant, la physiologie, j'adore la physiologie. La physiologie est peut-être encore mal enseignée, pas partout, je n'ai pas fait le tour de la planète, parce que c'est de la physio avec le vrai cours de physio. Limite, si tu as le système digestif, allez hop, c'est le système digestif. Alors que l'on peut faire de la physio complètement intégrée aux méthodes d'entraînement. Et on pourrait partir de l'entraînement, bam, petit point physio explication. Continuer et faire ça. Je pense que plus tu comprends ce que tu fais, bah, plus tu le retiens, plus tu en es sûr, persuadé, plus tu es crédible. Moi, je pense que de la physiologie intégrée, euh, serait pertinente. Mais déjà, physiologie, le mot fait peur. On a l'impression que c'est anatomie, physiologie. Et les gens souvent, j'aime pas la physio, je la comprends pas, c'est pas concret. Quand ils disent c'est pas concret, c'est quoi qui est pas concret en fait? Ils me disent bah, une mitochondrie, moi je vois pas ce que c'est. Bon, bah, tu veux en voir un microscope, ça peut se faire. Mais moi je leur dis la mayonnaise, c'est concret la mayonnaise? Ouais. Tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais en faire? Il y en a plein, ils savent pas. Hein. Je dis pourquoi c'est concret? Parce que tu l'as goûté et puis tu as une odeur. Et je dis souvent, c'est juste une question de perspective, en fait. Hein. Peut-être que ça peut être très concret. Alors, dans le concret, moi, j'aime bien montrer des dissections de cadavres en cours. Alors, je n'en fais pas le premier jour. Des opérations de prothèse du genou, des trucs comme ça. Mais alors là, ce jour-là, ils prennent un cahier, puis il y en a qui ne veulent pas regarder. Si ça devient compliqué, vous voulez du concret, je ne peux pas faire mieux. Je ne vais pas découper un mec devant vous, je vais prendre 10 ans ferme. Donc, il n'y a pas mieux que on regarde du concret et à ce moment-là, ils le refusent. Oui, des fois, j'ai pas de solution, hein, je sais pas quoi faire. Mais non, ta question est pertinente. Moi, je pense de la physiologie intégrée à l'entraînement, qui soit mélangée et non pas comme des matières, la muscu, les sciences de l'entraînement, la physio, la bioméca, le nat. Peut-être qu'on pourrait l'intégrer. Ça veut dire que c'est encore restructurer, repenser les cours. Et là, tu demandes un travail euh, pour des gens qui sont dans les administrations, ils vont être débordés, ça va leur prendre 20 ans. Mhm. Et peut-être pour pousser ça un cran plus loin et voilà, dans la faisabilité, peut-être qu'on n'y est pas encore, mais est-ce que à ton avis, on aurait intérêt à peut-être pousser dans cette direction-là vers une version intégrée de l'éducation avec beaucoup moins de ségrégation entre les différentes sous-disciplines ou les disciplines sous-jacentes à la préparation physique et peut-être avoir des cas pratiques, des cas concrets et ensuite on va analyser on va dire voilà, on va passer cette situation par le prisme de chaque sous-discipline pour avoir une vue d'ensemble un petit peu plus complète que celle de, comme tu l'as dit, physiologie à gauche, anatomie à droite et bioméca en face. Bah, non, mais je suis super persuadé, c'est mon avis, parce que peut-être que des gens diraient t'as tort, ils m'expliqueraient, ils auraient peut-être raison, mais moi je pense qu'il faut faire ça parce que je le vis. Alors, plus à la fac encore, en première année, ils voient l'anatomie, en deuxième année, il n'y en a plus. Et voilà, quand tu te retrouves à faire un exercice de fin de deuxième année dans lequel il y a un mouvement de musculation, durant lequel tu demandes ça travaille quel muscle, et puis ça sert à quoi, et comment on le travaille en force, et ben, sur des machines de musculation, ils sont en train de chercher quels sont les muscles travaillés. Mais je dis, mais vous avez vu l'anatomie l'année dernière. Ils n'ont pas compris que c'était des outils pour tes compétences finales. Ils ont mis ça comme des matières, comme je dis, sous-jacentes, cadrées, avec une note qui compte pour un trimestre, qui compte pour une année, alors qu'en fait, c'était l'outil de la vraie vie, quelque part. Donc, il faudrait l'intégrer tout le temps, tout de suite, en fait, et tout mélanger. Mais alors, du coup, ça ferait une grosse matière. Dans cette grosse matière, je suppose que ça rentre plus dans les cadres d'un barème universitaire, tu vois. Il faut qu'il y ait plusieurs notes. Bon, c'est pas à moi d'en repenser ça, en fait. Je veux bien faire partie d'une table et des consultants et d'apporter des idées. Il y a bien des mecs capables d'ordonner ça, mais Mmh. encore une fois, ça va pas se faire tout de suite. Alors, ça se fait dans les formations privées. Finalement, aller chercher un diplôme officiel, vous voulez un peu plus creuser, bah, il y en a de plus en plus. Moi-même, j'en ai fait une.
Et je suis parti de ça, je suis parti du tout intégré en fait. Alors que j'étais reparti sur tout bête, la natte, la physio. Non, erreur. Partons sur du tout intégré. Faisons à chaque fois des petits zooms sur des parties au fur et à mesure. Ça doit s'imbriquer en fait. Si tu devais parler du sujet sur lequel tu as le plus changé d'avis ou le plus grand changement de bord que tu as effectué sur un sujet donné dans ta carrière? Il y en a sûrement, mais là tout de suite, parce qu'une fois que j'ai changé d'avis, bah, ça devient un nouvel acquis. Et c'est que quand je suis en train d'exposer, je me dis, ah bah ça, il y a quelques années, je vous aurais dit l'inverse. Le stretching, j'ai évolué parce que je suis parti des écrits de comité à l'époque et moi je faisais des lectures directes des artistes. Quand il les a écrits et sortis, j'étais à Dijon. Là, on a évolué. Le stretching, j'ai évolué. Alors là, il faudrait que je réfléchisse pour dire, bah, là, je vais pas les retrouver, te dire, ouais, j'ai changé d'avis sur plein de choses. Ouais, Et il est fort. ce sera pour le Oui. prochain épisode alors. Quand tu auras eu Ouais, le temps d'y ça va un repenser. clean-up. Oh oui. Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Pour passer sur le prochain sujet que je voulais aborder avec toi, Didier, sport et santé. On parle beaucoup de préparation physique, on parle beaucoup de performance. Pour les coachs qui nous écoutent peut-être, qui ne sont pas nécessairement dans la performance, qui ne sont pas avec des athlètes, qui sont avec monsieur, madame, tout le monde, à ton avis, quels sont peut-être les 3, 4, 5 éléments principaux sur lesquels on veut se focaliser en tant que coach pour emmener quelqu'un vers une santé optimale? Alors, ça tombe bien parce qu'effectivement, on vit une époque compliquée où on voit que les structures sont en train de fermer. Donc, l'avenir des coachs, sur le coup, c'est incertain. Pourtant, je viens d'avoir un mail ce matin. Tiens, je te dis, c'est très précis, 10h11. Ils cherchent 5 coachs à Lyon. Tu vois, il y a une structure qui cherche 5 personnel trainers. J'ai la chance d'échanger avec des leaders, avec Laurent Pereira de Domicile Gym. On est en train de voir que le personal training, finalement, les gens, ils ont plus tous pris 5 kilos. Il y en a qui ont perdu déjà quelques petits schémas moteurs pour ceux qui n'avaient pas développé des très forts. Donc, il y a du boulot qui est en train d'arriver. Et son l'actif passé, derrière, je pense que le sport a l'avenir. J'ai eu un doute, je pense que le sport a l'avenir. Donc le coach, lui, il est là pour effectivement pas faire. Il emmène personne au JO, en fait, en général. C'est très très rare. Ça. Donc si on raisonne sur la santé, bah, faut partir quand même de bases solides. Et les bases solides, c'est quels sont les gens qui ont donné de l'information pour nous. C'est quoi les bases? Les bases, on va voir bêtement, l'OMS, tu pars du plus haut. L'OMS, on en parle beaucoup en ce moment. Et l'OMS a changé ses recommandations là, le 25 et 26 octobre, si je fais, ou novembre, si je fais pas de bêtises, où ils ont arrêté les 150 minutes, ils ont dit 150 minutes et tendre vers les 300 minutes. Ils ont réalisé que 2h30 par semaine d'activité physique, c'était léger. Donc, il faut aller vers les 5 heures. Par contre, les modalités sont jamais données par l'OMS. C'est faites du renforcement musculaire, faites du cardiovasculaire par période, par exemple, de 10 minutes minimum, point, débrouillez-vous. Pourquoi? Parce qu'après que tu fasses 3 séries de 10 de développé couché ou de chest press, finalement, le pec, lui, il n'a pas fait grand-chose et il a bossé. Ça s'arrête là. Donc, le coach, il devrait prendre quelles sont les recommandations, comment je peux les faire, comment je peux les transmettre à mon client, parce que je ne vais pas le voir 5 heures par semaine. Donc, si je le vois des fois, 2 fois 1 heure, c'est déjà bien. Qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil pour en fait l'amener à ces 5 heures de dépense physique? Là, il y a François Carré qui avait fait un ouvrage sur la sédentarité, qui fait souvent des petites vidéos qui passent, qui avait donné des petits outils qui sont pratiques, comme écoute, tu te gares où à ton travail? Ben, je me gare juste en face. Là, ben, tu te gares à 10 minutes. Ah bon? Oui, tu te gares à 10 minutes, comme ça tu fais 10 minutes à pied le matin et le soir, tu es obligé d'y aller. Ça te fait 20 minutes par jour.
Le midi, tu as combien de temps? J'ai 1 heure pour manger. Tu manges en 1 heure? Non, 25 minutes. Très bien. Tu marches 5 minutes en ligne droite, 5 minutes de retour, tu es à 10. Mais généralement, tu viens de faire 10, 10, 10. Tu as 30 minutes. Ça a l'air bête, mais on les trouve ces minutes-là, en fait. Tu t'ennuies à marcher, tu écoutes en fait un MP3 avec un sujet qui t'intéresse. On arrive à augmenter la dépense énergétique des gens. Donc déjà, il faudrait que les coachs ils se disent comment j'amène, quand moi je suis pas là, mes clients à faire cette dépense physique. Il faudrait qu'ils s'intéressent un peu plus aux pathologies, parce qu'aujourd'hui, un diabétique, quand tu as 23 ans, je veux te dire, en formation, tu t'en fiches complètement. Moi, le diabétique de type 2, il m'intéresse pas du tout, mais j'en mets tout le monde au JO. Et finalement, ils se retrouvent à faire du coaching, puis avoir pas des diabétiques, des hypertendus, des coronariens, et c'est là que tu dis, ah, on est mal formé. Donc, il faut aller se former sur les pathologies. Et aujourd'hui, c'est très documenté. En anglais, ça l'a toujours été. Mais en français, l'INSERM a fait un gros travail. La Haute Autorité de Santé a fait des petites fiches synthétiques pour les médecins. Moi, j'impose à mes étudiants de connaître ce que les médecins savent sur la pratique de l'exercice physique. Je dis, vous n'avez pas à en savoir moins qu'un médecin, vous devez en savoir plus. Le spécialiste de l'activité physique, c'est pas le médecin. Le médecin est là pour les soigner, il connaît mieux la patho. Par contre, il ne connaît pas les exercices et les recommandations, il les suit la Haute Autorité de Santé. Donc, je leur dis, vous devez savoir ce que la Haute Autorité de Santé donne comme information. Et c'est là que je dis, il faut reprendre des petites bases de bio et de physio pour comprendre l'impact. Ça a l'air un monde incroyable quand je dis ça, mais comprenez l'impact de l'exercice physique sur la santé. Donc, il faut reprendre des petites bases un petit peu compliquées, mais on a de la chance. Les connaissances ont bien évolué, on commence à comprendre pourquoi, quand on bouge, la santé en profite. On l'a toujours fait, ce lien. On savait que c'était bon, on pensait que c'était le cœur. On travaille le cœur, boum, 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 marche mieux. C'est un peu plus fin. C'est un petit peu plus fin que ça. Donc, je pense que les coachs doivent faire ça. Et après, pour ceux qui n'ont pas de psychologie, qui fassent des cours de psycho, mais le relationnel, en fait, est important dans notre métier. Mais le relationnel, je pense que tu l'as déjà un petit peu développé d'origine. Si tu ne l'as pas, va chercher des outils. Je suis incapable de te les donner, je ne les connais pas. Donc, si tu n'as pas d'empathie, je ne sais pas comment te la développer. Ouais, donc sans nécessairement parler de ressources à proprement dit, quelles sont les qualités interpersonnelles qu'on doit pouvoir développer en tant que coach pour avoir du succès tout simplement et pour faire en sorte que nos clients aussi et les gens avec qui on travaille aient du succès également? Alors là, il faut que je fasse quelque chose d'objectif parce que j'aimerais te dire, énumérer des qualités physiques, enfin des qualités, pardon, que je trouve intéressantes. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est un coach qui sourit, qui est toujours dans le positif. J'aime bien les gens à la coup de vibe parce que si tu envoies que des ondes positives, les gens, ils pensent positif. Faut pas faire de négatif. D'ailleurs, ça a été fait en psychologie, ça. Hein. Si tu parles que négativement des gens, ils ont le moral dans les chaussettes. Si tu fais que du positif, tout va bien le soir, ils se sentent bien. Donc, faut du positif, faut sourire, avoir une bonne mémoire pour se rappeler de ce que ton client t'a dit. En fait, c'est de l'humain. Et des mauvais techniciens, il y en a. Donc, tu peux être un mauvais technicien du moment que tu as un côté humain qui est très développé. Et je pense qu'on le voit bien avec les réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux, c'est systématiquement, le mec, il a 300 000 abonnés, il n'en connaît pas un. C'est je vous kiffe, je vous aime. Franchement, je suis ravi de vous retrouver pour vous faire une vidéo. Enfin, le mec, il va sourire, puis les gens sont là, ah, il est content de nous voir. Je s'en fous, mais peu importe. Du moment que tu parais positif, agréable, gentil, que t'es trop sympa. Donc je pense que c'est ça la première qualité. Mmh. Hein. Alors ça va avec une fiabilité aussi, il faut tenir dans le temps. Il faut pas faire parce que là sinon un stress ça devient hypocrite. Quelqu'un qui veut juste faire semblant de se faire aimer, il tient pas, je pense, sur le long terme. Donc après, il faut être finalement un petit peu entier quand même. Sur du coaching, il faut être entier. C'est la différence avec les réseaux sociaux, je pense. Hein, parce que tu sois toujours à l'heure, encore une fois que tu sois fiable, tout simplement. Le côté technique, il est en fait malheureusement il est secondaire, voire il est un peu plus loin. Mmh. Et si, pour aller peut-être un petit peu quand même dans ce côté technique, si tu devais choisir trois éléments à développer en priorité pour le côté santé des gens, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Est-ce qu'on veut qu'ils aient une grande détente verticale? Est-ce qu'on veut qu'ils courent très très vite? Est-ce qu'on veut qu'ils aient une bonne base d'endurance? Est-ce qu'on veut qu'ils soient forts? Vous avez bien fait de me leur dire comme ça. C'est pas compris comme ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Alors, c'est marrant parce que dans la littérature, ça a toujours été l'endurance qui était mise en première avant la musculation. Mmh. Il n'y a pas les opposés. Mais c'est vrai que le VO2 max, ça reste le facteur le plus corrélé à la qualité de vie en fait, et à la longévité.
Tu peux faire une prise de sang et regarder tous les petits marqueurs biologiques un par un. En fait, VO2max, c'est pas un marqueur biologique, c'est tout l'ensemble et ça traduit en fait l'ensemble de la machine. Donc le VO2max a élevé chez les gens et pour moi prioritaire. Alors, prioritaire, c'est encore une fois, c'est histoire de hiérarchiser. Ça ne veut pas dire que la musculation est opposée. Bien sûr que le renforcement musculaire, il est juste derrière. En fait, alors, si on continue à dire qu'en vieillissant, il faudra travailler l'équilibre, ça inclut de la souplesse, ça inclut de l'amplitude. Mais les gros trucs, ça reste élever le VO2max des gens, élever en fait, encore une fois, le côté force. Alors, le force dans l'aisance de la vie de tous les jours. L'idée, c'est pas qu'ils fassent 300 sous les terres, mais c'est qu'un pauvre 50, maintenant, leur paraisse très facile. Donc, on y est, en fait. Alors, pour des raisons qui sont après pas complexes, mais qui sont longues, pour le côté renforcement musculaire, bah, ça joue sur j'évite de perdre de la masse musculaire avec le temps parce que le fait qu'on vieillisse, il y a une sénescence, plus la vie de tous les jours, une perte aussi de motivation, tu bouges moins. Moi, je vois à 44 ans, je bouge moins quand j'en avais 22. Je vais moins courir, je vais moins voir des potes. Enfin, on est plus axé sur notre travail, on se bouge moins. Donc, il faut réussir à compenser ça. Donc, s'il n'y a pas de sarcopénie, s'il n'y a pas de baisse de la masse musculaire, l'air de rien, tu conserves ta force, tu gardes une densité minérale osseuse, tu conserves quand même du coup un meilleur équilibre parce que tu as plus de force et puis tu es toujours en train de bouger, qui devrait normalement améliorer en fait justement la qualité de vie lors de ta vieillesse. Bon, voilà un petit peu les petites priorités. Si on passe sur un sujet adjacent, l'entraînement des jeunes, quels sont, à ton sens, les mythes qui sont encore trop présents autour de l'entraînement des jeunes à l'heure actuelle? Bah écoute, moi mon PowerPoint il commence par il y a les deux premières slides, c'est deux vidéos. Une du journal de 13 heures il y a 2 ans, montrant en fait une personne qui disait qu'en dessous de 16 ans, il ne fallait pas faire de musculation, sinon ça allait arrêter la croissance. Ça a moins de 2 ans. Et ensuite, un YouTuber, mais qui est coach, qui dit en direct à la radio que 12 ans, c'est beaucoup trop jeune pour la musculation parce que les os, il disait les muscles s'attachent sur les os. Les os, ils veulent grandir et toi, tu mets de la tension dans les muscles. Apparemment, les muscles, ils veulent pas grandir. Il dit ça en direct et il dit qu'il faut attendre 17, 18 ans. Donc, ça veut dire que en 2001, Cometti écrit que le mythe de la musculation chez les jeunes était largement, c'était fini, c'était révolu, on était passé à autre chose. 20 ans plus tard, on y est toujours. Les gens pensent toujours que ça passe à la télévision, que la musculation, ça ralentit la croissance, voire ça pourrait limite la stopper. Donc ce mythe, il est complètement là. Voilà. Si on lit l'OMS, moi je dis bien, c'est sûr, c'est l'OMS, hein, c'est pas les recommandations du kebab local. On a quand même quelque chose d'assez fiable. Que dit l'OMS? De pratiquer des activités qui renforcent les muscles, les tendons. Donc pratiquer quelque chose qui fait du renforcement musculaire. Alors qu'est-ce qui fait du renforcement musculaire? Des jetés de cailloux, tirer dans un ballon très fort. Il y a un moment donné, il faut faire des activités qui mettent des grandes tensions. Alors évidemment que tout le monde dirait, ouais, mais je vais pas mettre tous les gosses au développé couché au squat. Non, par contre, n'empêchez pas ceux qui ont envie d'y aller de le faire. Parce qu'aujourd'hui, la littérature elle existe depuis 95. Bar.org s'appelle. Bar.org 95 marque déjà que tous les exercices anaérobies ne sont pas dangereux chez l'enfant. Il n'y a aucun argument scientifique à ça. C'est écrit noir sur blanc. Ça a été tourné en boucle. Depuis, la littérature est très riche. Tu pourrais commencer la musculation et même lourde à 6 ans. Et si on me dit ça, on me dit mais je vais pas faire des 3 RM à un gosse de 6 ans. Si, mais que si d'abord il a fait du 6 RM, du 8, du 10, du 12, du 15 RM, qu'il a fait du 15 reps, qu'il a fait de l'apprentissage moteur. En fait, n'importe quel débile que tu vas entraîner en fait pour la première fois de ta vie, qui met pas de 3 RM, qui fait une progression, ouais, le gosse c'est pareil. Parce que si tu regardes bien le gosse, ce qu'il fait, lui, quand il a 6 ans, il grimpe sur un mur avec 50 et ensuite il fait un saut. Quand il fait un saut, il arrive à 7 fois son poids de corps, avec les genoux qui viennent faire bravo au passage, quoi. Et ça s'appelle de l'excentrique. Et j'aurais préféré le voir avec une barre de 10 kilos et de faire des petites répétitions, quoi. C'était déjà mieux sur le placement, c'était du renforcement musculaire. En fait, un gosse a une activité où il ne s'échauffe pas. Ah, il y a un pot, t'imagines un pot de cornichon mal fermé, t'es comme ça, je suis tort. Et à 6 ans, tu fais pareil. Et là, tu es en train de faire un effort supramax. Et là, personne ne s'échauffe. Donc, la musculation, c'est bien tranché. On peut en faire dès 6 ans. On avait dit, allez, en dessous de 12, c'est dommage parce qu'il y a d'autres qualités physiques à développer. La force, tu peux la développer. La masse musculaire, tu peux. Mais tant que le pic de vélocité de croissance n'est pas passé, le terrain est moins favorable à des résultats. Ça ne veut pas dire que tu n'en feras pas. Moi, un gosse qui sort d'un cancer qui a 9 ans,
Ça existe. On va dire, fais pas de muscu. Ah, si, on va faire de la muscu là, on va peut-être refaire de la viande, justement. Mais vraiment, en fait. Et en plus, je te parle même pas je vais même pas parler sur la santé, mais la masse musculaire a une influence sur les chimiothérapies, hein. La chimiothérapie est bien mieux supportée quand la masse musculaire est augmentée ou que ça a été travaillé. Bon, Ouais, on n'est pas là, mais ça se, pardon de te couper, et ça c'est valide dans tout ce qui est pathologique, mais c'est valide aussi dans les accidents pour monsieur et madame tout le monde. Je veux dire, des histoires peut-être il y a quelques années quand j'étais, on va dire, quand j'écoutais beaucoup de choses qui venaient de la sphère du CrossFit, des histoires de gars ou de dames qui avaient des monstres accidents de voiture, par exemple, et les médecins qui disaient, en gros, si vous n'étiez pas aussi fit que vous l'étiez aujourd'hui, vous n'auriez pas survécu. Parce que justement, masse musculaire, densité osseuse, etc., etc. ah oui, alors, il y a un sacré lien qui existe dans les hôpitaux entre justement en fait la masse musculaire et les chances de survie en cas de maladie grave. Alors, et chez les obèses, alors attention, l'obésité n'est pas du tout un atout. Dans 95% des cas, ce n'est pas un atout. En cas de longue maladie, on faisait le lien entre l'obésité et les chances de survie. Et même chez les obèses, quand on refait une étude, on refaisait des sous-classes, il y a l'obèse avec une masse musculaire développée et celui qui n'a pas une masse musculaire développée. Et ce qui compte à la fin, c'est la masse musculaire. Mmh, mmh. Donc, du coup, revenons aux jeunes, en fait, il y a aucun truc. Alors, quand je dis ça, on dit oui, je t'entends bien, mais moi, mon cousin, c'est toujours un exemple incroyable, mon cousin, il a fait de la gym, il est tout petit. D'accord. Alors, effectivement, c'est un argument sur lequel je peux rien dire. Là, c'est sûr, c'est pertinent. Alors, des études sur les gymnastes, il y en a eu beaucoup. Un gymnaste, souvent, s'il perdure, c'est parce qu'il se sent meilleur que les autres. S'il se sent meilleur que les autres, c'est parce qu'il est doué. S'il est doué, c'est parce qu'il a une taille adaptée à son sport, comme le tennis, hein. Si tu fais 1m62 en taille finale, tu arrêtes le tennis, hein, tu arrêtes le volley, tu arrêtes le basket. Même si tu as une super détente verticale. Et à un moment donné, il y a une espèce de sélection naturelle. Quand on observe les petits gymnastes, ils naissent de parents petits, ils étaient petits à la naissance, ils ont toujours été petits. Et on confond les retards de croissance qui existent et uniquement sur des plus de 15 heures ou plus de 25 heures. Ça, c'est ce qui est dans la littérature. Et on parle bien de retard de croissance. La taille finale, elle est toujours atteinte. Le seul cas où il y aurait des problèmes de croissance, c'est une sous-nutrition ou une malnutrition et longue, très très longue. Donc ça, c'est un autre sujet. Mmh. Donc quand les gens veulent inscrire en fait les gosses à de la musculation, ils me disent mais il n'y aura pas d'impact sur la croissance. Ben, je dis ça dépend, vous voulez faire 25 heures de musculation par semaine ou pas? Oh ben non, oh, c'est bon alors. voilà. Voilà. Sinon, si vous faites 25 heures, ça commence à devenir compliqué, mais en Mmh. dessous, on est bien, hein. On Ou, est tranquille. Oh, le, pardon, le mythe autour de la croissance ou de l'arrêt de croissance dû à l'utilisation de charges additionnelles, est-ce que tu sais d'où il vient concrètement? Alors, oui, je sais pas, j'ai essayé de chercher, je cherche toujours des petits trucs en fait, mais je pense que ça a toujours été l'histoire des gymnastes, parce qu'en musculation, on ne peut pas avoir d'exemple, il n'y en aura pas. Quand il y a de l'observation réelle, chez les garçons, il y a même chez les garçons, il y aura presque une tendance à aller dans le sens positif de la croissance, puisque la croissance, ce sont des pics d'hormones de croissance, et c'est fait pour lutter contre la gravité, quelque part. Mmh. Et la musculation, ça tombe bien, c'est pour lutter contre la gravité, et c'est faire un pic d'hormones de croissance. Donc les deux vont dans la même direction. Mmh. Je pense que ça a toujours été la gymnastique, le truc, en fait. Et la gymnastique et la musculation, hein, parce que monter en fait comme ça à la corde, faut avoir des bons petits bras, la croix de fer, enfin, tous les petits trucs, tout le Mmh. renforcement musculaire qui va avec. Je pense que tout doit venir de là, et puis après de la bêtise, de la méconnaissance des gens. Mais après, quand je dis bêtise, il est facile de leur faire vérifier ou de leur faire comprendre que finalement, ils n'ont pas d'argument et que ce qui semble logique pour eux, ça ne l'est pas. Parce que moi, quand un jeune fait 3 pompes, il fait 3 pompes à 8 ans et avec le dos courbé et les épaules qui ressortent, bah, ça s'appelle 3RM en musculation. Et il faut leur dire, mais vous savez, il pèse combien? Si tu me dis, bah, il pèse 50 kilos, vous savez que c'est 64% du poids de corps. En fait. Donc là, c'est comme s'il soulevait 32 kilos. 32 kilos, il est en train de pousser 32 kilos avec ses petites mains. Moi, si je le mets sur en fait, le dos, je lui donne une petite barre, je vais même lui donner un bâton en bois de 2 kilos. En fait. Et après, je suis sur une petite barre de 5, après une petite barre de 10. En fait, ce qu'il fera en renforcement musculaire, c'est plus facile que ce qu'il fait avec des pompes. Or, les pompes, vous allez trouver ça bien, alors qu'il a dos en vrac et les épaules qui ressortent. Et moi, je vais lui apprendre un apprentissage moteur avec un bon placement sur de la musculation fine, la course de brouette, où on pousse le jeune avec le dos comme ça et avec les épaules aussi qui partent en vrac. Ça fait rire les parents. C'est une catastrophe. Déjà, course de brouette, c'est toujours une petite compétition, mais tout le monde a le sourire, tout le monde rigole. Ça revient à mon petit coach de tout à l'heure.
Il peut être pas bon techniquement, s'il amène de la joie, on est voilà, sur une good vibe. C'est vachement à la mode en plus. Ça. Allez, on est sur ça a l'air chouette, il y a une bonne vague, il y a une bonne vibration, tout va bien. Non, ça tout va pas bien. Non, mais il faut faire réaliser un petit peu aux gens qui raisonnent pas très très bien. Après, il faut leur dire, la littérature scientifique, elle est riche. Et attention, l'OMS préconise le renforcement musculaire chez les jeunes. Et ça commence de 5 ans jusqu'à 17 ans. Mm. Donc, on est dessus, en fait. Ouais. Un autre sujet dont on ne traite pas beaucoup, à mon avis, ou pas assez, l'entraînement de la femme enceinte. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Oh non, faut pas y toucher. Les femmes enceintes, tu veux dire, c'est une femme, elle est enceinte, c'est hyper compliqué. Si tu veux rester vivant, tu touches pas. Non. Mais voilà, là aussi, parce que on a toujours peur, parce que je pense qu'il faut se mettre à la place du médecin qui a assez d'ennuis comme ça à l'année, des ennuis administratifs, des gens qui viennent en disant que c'est de sa faute, qu'il a mal détecté quelque chose. Et quand il a une femme et qu'il vient d'annoncer une grossesse, je pense que s'il la connaît depuis longtemps, il a envie de lui dire allez, prends du temps pour toi, c'est le moment, bouge pas trop, repose-toi. Il n'a pas envie d'emmerder. Alors que là aussi, l'OMS, toujours, préconise de l'activité physique à tout moment de la grossesse. Et il y a un super guideline qui a été fait au Québec, qui a été repris par tout le monde, dont un document français de la Haute Autorité de Santé, qui dit à tout moment de la grossesse, la femme enceinte peut commencer l'activité physique du moment qu'elle n'est pas dans une grossesse pathologique ou à risque. Et même dans les pathologies, il y a une hiérarchie. Il y a quand il y a interdiction absolue, interdiction relative. Relative veut dire on fera le bilan entre l'obstétricien, le gynéco, le médecin, et puis s'il y a validation, c'est quoi les limites. Donc, ça leur donne moins de problèmes de dos. Donc, moins de problèmes. En fait, si tu as des acteurs du rachis et un renforcement lombo-abdominal, tu n'as pas la bascule du bassin, tu n'as pas à supporter ton gros ventre vers l'avant, tu vis mieux. Tu as moins de diabète gestationnel, tu as moins de survenue de prééclampsie, alors tu as un meilleur sommeil, tu as un meilleur accouchement, tu as un meilleur retour de couche. Enfin, la liste, elle est comme ça. La liste, elle est comme ça. Mais dont la musculation, en fait. La musculation, elle est positive. Encore une fois, même pour le diabète gestationnel. Alors là, il faut avoir des bons arguments pour la femme enceinte. Les arguments, c'est de partir en fait des plus hautes autorités. OMS, Haute Autorité de Santé. Ouais, mais mon médecin, il m'a dit non. Bah, ton médecin, s'il n'est pas d'accord avec l'OMS, il fait un petit courrier. Ou alors, il y a un truc que je ne sais pas. Il y a une pathologie qui t'y interdit. Sinon, en fait, moi, j'ai envie de dire, je vais pas passer ça. Je pourrais passer outre. C'est moi le spécialiste de l'activité physique. C'est pas le médecin. Tu as une patho qui te l'interdit, je suis pas au courant. Tu n'as pas de patho, alors tu dois même faire de l'activité physique. Ça va même dans une bonne direction. Bon, attention, on va pas trop convaincre quelqu'un, et puis si jamais il y a un accident, ça te tombera dessus. Après, il y a la justice qui sera différente de la physiologie et des recommandations internationales. Mais si on cherche des arguments pour, je t'en trouve beaucoup plus que contre. Par contre, les arguments contre, il y en a. Voilà, les interdictions absolues, tu as des triplés, tu n'as pas à faire de sport. Tu as une cardiopathie, interdiction de faire du sport. Retard de croissance intra-utérin, c'est un RCU. Tu vas modérer en fait l'activité physique. Écoute, il y a des tableaux, produit des études, elles sont propres. Une des dernières que j'avais en tête, c'était sur 1293 femmes qui font de la course à pied jusqu'au bout de leur grossesse. Et de voir ce qui se passe. Et en plus, la course à pied, tu dis, mais le ventre, il va taper comme ça. Déjà, cours pas à 20 km/h. Soyons terre à terre. Fin de grossesse, à nous fait du 8, et encore, je suis gentil. Donc ça se passe bien. Lui, c'est une piscine géante, quelque part, son truc. Donc c'est un amortisseur, ça se passe bien. Et pour la maman, on a toujours cru que ça allait taper sur le plancher pelvien. Alors, c'est presque vrai, mais dans l'autre sens, pour celles qui ont maintenu un certain volume jusqu'au bout, il y avait presque un hyper tonus du plancher pelvien. Donc, un peu plus de difficulté à l'accouchement et il faut utiliser un peu plus de forceps. Sinon, et encore, c'est un pourcentage qui est tout petit. Mais si tu réduis un peu le volume de la course à pied au troisième trimestre, on dit bien le réduire, ça ne veut pas dire l'interdire. Tu peux le remplacer par du vélo, d'elliptique et tout. Tu peux maintenir un niveau d'endurance et un niveau de masse très acceptable, voire le maintenir complètement. Et pour la muscu, feu vert, à la limite, tu as la trouille, pas de blocage respiratoire, pour être en aisance respiratoire sur l'endurance, si vraiment tu n'as aucun autre repère, tu es dedans. Mais il y avait un beau papier qui était sorti sur le diabète gestationnel, c'était marqué femme active ou femme inactive. Ça allait de 40 à 60% de VO2 max ou de 40 à 90% de VO2 max. C'est une vraie intensité en fait. Donc là, c'est pas que c'est des mythes,
je pense que c'est pas assez popularisé. Il n'y a pas trop d'émissions dessus. Et puis le médecin, encore une fois, je pense qu'il y en a qui savent. Il ne faut pas les prendre tous pour des idiots quand même. Par contre, je pense ils s'évitent des ennuis. Hmm. S'il y a un problème, ça me retombera dessus. Oui, mon médecin, il m'avait dit que je pouvais continuer la course à pied. Oui, j'ai fait une fausse couche, c'est de sa faute. Alors que non, il pourrait prouver que non. Par contre, va convaincre une femme à qui il y a eu un problème, que c'est pas de la faute de. Là, je pense qu'à vie, elle restera sûre. C'est parce que j'ai fait du sport qu'il s'est passé ça. Hmm. Ça, c'est de la psychologie que l'on arrive à comprendre, mais qui est difficile en fait à faire accepter. Et s'il y a des coachs qui souhaitent peut-être se former ou se spécialiser dans ce domaine-là, est-ce que tu as peut-être des formations à recommander ou des ressources, en tout cas, des gens chez qui aller apprendre? Ben non, parce que j'ai peur qu'on reste encore sur. Parce qu'à chaque fois que j'entends des attention et j'assume, hein, vous viendrez me pourrir en privé sur mon Instagram ou autre. Souvent, les femmes, puisqu'elles nous disent toujours qu'on ne peut pas comprendre, si c'est une femme qui vient faire un truc, on est parti sur du doux, sur de l'hypopressif, sur des trucs incroyables, alors que l'hypopressif en retour de couche en cas de diastasis, on est même capable de dire aujourd'hui que ce sera déconseillé. En cas de diastasis, ça l'est. Euh, c'est souvent des trucs bateaux et à l'envers en fait des recommandations. Donc moi, il y a forcément des très bonnes formations. Je les connais pas. Moi, je suis assez fan des lectures, et des lectures du coup un peu complètement scientifiques. Mais ce qu'il y a, c'est faut se les bouffer. Et il faut ensuite savoir les réexpliquer en les traduisant. En français, il y a déjà un bon ouvrage. Le bouquin s'appelle Prescription des activités physiques et sportives aux éditions Masson. C'est la deuxième édition. C'est Frédéric Depièce et Olivier Coste qui ont coordonné l'ouvrage. Il y a un très bon chapitre de Jacques Prouveau sur la femme enceinte. Déjà, ce chapitre, il est très complet. La haute autorité santé a fait un beau papier dessus. Après, si les gens disent ouais, mais je sais pas quoi faire à partir de ça, bah c'est que là, t'es pas du métier parce qu'il y a tout dedans en fait. Si on te dit pas faut faire 3 séries de 10, t'es capable de le faire tout seul. Mais il y a toutes les lignes dedans. Tu peux pas te tromper. Maintenant, c'est vrai que des formations sur le sujet, j'ai peur qu'on parte avec le petit bâton en bois et puis je lève la cuisse sur la droite et puis après c'est là, voilà. On se met en quadrupédie, on lève un bras, on lève l'autre. On va partir sur du doux, du pilates. Parce que j'ai rien contre le pilates, mais on a l'impression que c'est magique et que ça fait tout. Le pilates, c'est pas magique, ça fait pas tout. Hein. Il manque des tensions musculaires à un moment donné. Pour moi, c'est quelque chose qui est encore complémentaire. Mais alors, quand les gens ne se focalisent que là-dessus, je les appelle les ayatollahs du pilates. Bon, ils sont dans le faux, en fait. Hein, ou alors vous allez trouver la méthode universelle, infaillible, qui résout tous les problèmes. Moi, je pense que non. Voilà. C'est comme quand on oppose la muscu et l'endurance. C'est pourquoi on les oppose, pourquoi ils ne sont pas complémentaires. Mettez le pilates comme du complémentaire. Voilà. Mais ne le mettez pas comme le piédestal. Si tu fais pas ça, tu es un loser. Sachant que dedans, il y a des choses qui pourraient être très discutables sur la grossesse. Didier, j'ai encore Donc, j'ai pas de formation de conseiller. Bah écoute, les gens iront le chercher et ils iront se fermer. Mais je pense que tu as déjà partagé un ou deux ouvrages intéressants à ce sujet. Didier, j'ai encore deux questions pour toi aujourd'hui. Je sais que tu es occupé avec tous tes élèves. La première, c'est quel est le sujet qui te passionne le plus aujourd'hui? Attends, on reste dans le sport ou c'est tout confondu? Tout confondu, vas-y. Non, tout confondu, je suis toujours fan du fonctionnement de l'univers tout court. Donc là, on raisonne sur. Et là, on mélange tout. Ça va de la mécanique quantique à de l'astrophysique, à la physique des particules. Ça revient. Voilà, moi, ça, c'est ce que j'essaie de. C'était ma première passion. En ce moment, je réécoute des vidéos là-dessus, sauf que je vois bien que j'ai plus de niveau. Je n'ai jamais eu non plus de très haut niveau, mais j'écoute des gens qui simplifient, comme Étienne Klein. Là, ce matin, j'ai écouté encore Étienne Klein qui s'exprime très bien, qui fait passer des idées. Il y a Jean-Pierre Petit qui est aussi un petit peu le chat noir du truc. Donc, je m'intéresse à ces sujets-là vraiment parce que c'est le fonctionnement de tout. En fait. Ça, c'est ultra passionnant. Des fois, tu découvres des trucs, tu te dis, mais comment ça peut fonctionner tout ça? Et puis, quand le soleil, regarde, il est là, le soleil. Il commence à changer. Le soleil, c'est une pile de 10 milliards d'années. Il était là avant, il sera là après. Il va faire une pile qui dure 10 milliards d'années. Il est là, il brille tous les jours. Ça a l'air simple. C'est pas simple. Et ça fonctionne. Et puis, c'est le truc qui me passionne.
et derrière, presque, je veux dire, la biochimie, parce que finalement, c'est la vie, mais c'est le fonctionnement de tout ça, en fait. La philo qui ne m'intéressait pas commence à m'intéresser. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont passionnants en philosophie et qui posent des questions. Des fois, tu souris quand tu entends la question, tu dis ah, c'est bien dit, c'est bien pensé, en fait. Hein, comme, encore une fois, tu écoutes un Étienne Klein qui parle de la mort, donc quelque part, vivre éternellement. Rien que quand c'est expliqué de cette manière-là, il y a plein de trucs. Donc, ça, c'est 3 sujets qui commencent à me. Enfin, la philo commence à venir, alors que ça a toujours été, moi, l'astrophysique en premier. La bioche, pour moi, c'est un lien avec l'astrophysique. La philo, c'est récent. Voilà. Ça commence à m'intéresser. Dernière question, Didier. On en revient à notre conversation du début de l'entretien par rapport à Agile Committee. Comment, pour ceux qui souhaitent tendre vers ça, comment devenir stratosphérique, d'après toi? C'était son terme, stratosphérique. Bah, regarde, si je prends mon. Est-ce que je suis stratosphérique? Ce serait pas de son dire oui, bien sûr. Il semblerait que je fasse partie des acteurs du secteur. Il a fallu lire. Moi, j'ai lu. Je suis allé me former de partout. Je suis allé faire plein de diplômes. D'ailleurs, j'ai des diplômes, une fois que je n'ai même pas fini parce que je n'avais pas fait un concours de Bac+5. J'ai été chercher le contenu, j'ai passé les écrits, puis des fois, j'avais pas fait le stage, je m'en foutais. Mais je suis allé me former énormément et j'arrête pas de lire. Et quand tu lis, il y a des fois, je disais, il y a un truc, c'est pas redondant. Ce point-là, il est à creuser, il t'amène sur d'autres trucs, mais il faut être autodidacte, passionné puis autodidacte. Si tu attends que tout te soit apporté, je pense qu'il ne se passe rien. Alors, tu peux faire du bruit sur les réseaux, tu peux être connu, mais est-ce que tu es pertinent? C'est hyper simple. Il y a des gens, il faut me dire, regarde, ce mec, il a 600 000 abonnés. Je n'ai jamais vu une conférence, ce mec. S'il vient, il va bégayer. En fait, il a un public qui va avec. J'ai rien contre son public, mais c'est pas quelqu'un de pertinent. Non, il faut lire. Il faut quand même se cultiver et peut-être savoir aimer lire. Ça s'apprend peut-être. Alors, c'est vrai que je lis vite aussi. J'ai un niveau de lecture qui est 2 fois plus rapide que la moyenne. C'est simple, puisque ça fait des années que quand je lis quelqu'un, si on lit une page, j'ai fini. En général, je demande t'en es où? C'est tout le temps la moitié. On m'a fait le coup une fois, on m'a dit ouais, mais tu sais pas de quoi ça parle. Vas-y, pose-moi une question. Voilà. Et il y a un bouquin, je suis tombé dessus il y a pas longtemps. Il y a un bouquin qui explique comment ça s'apprend, apparemment, à savoir lire vite. Ouais, je savais pas j'en ai ça. entendu Moi, parler. je fais naturellement. Je l'ai téléchargé, je l'ai pas lu. Mais ça s'apprend. Maintenant, parce que je sais le faire. Mais donc, ça s'apprend. Et je pense qu'il y a des gens qui lisent encore plus vite que moi. C'est évident. Je suis pas le champion sur les 8 milliards de la lecture. En tout cas, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux s'ils souhaitent poursuivre cette aventure avec toi? Alors, si vous avez envie d'écouter que des bêtises, vous me prenez sur Insta, vous verrez que sur un truc intéressant que je mets, il y a 9 trucs nuls. je mets des conneries. Mais des fois, je mets des trucs pertinents, mais tu le sais bien que les trucs pertinents, ça fait moins de vues et moins d'intérêt que les trucs idiots. Ça fait 8 ans que je voulais créer du e-learning. 8 ans que j'avais ce projet, je n'étais pas seul. Ça y est, il voit le jour. Donc, le e-learning arrive. C'est tous les cours que je fais que ce soit avec les STAPS ou les BP, et repenser justement avec c'est centré sur la personne. Je suis pas en train de dire je suis le meilleur, je vous apporte des super connaissances. C'est les connaissances, on va vérifier que vous les avez bien intégrées avec plein de petits exercices, plein de réflexions avec les solutions. Donc c'est vraiment centré sur l'individu. Là, ça sort officiellement dans pas longtemps. Depuis le temps que je dis ça, mais là ça y est, c'est prêt. Et sinon, j'ai envie de dire, il y a plein de séminaires qui vont se faire, plein de psychologues, j'espère qu'on va se recroiser, genre. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir participé au podcast aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Merci de l'invitation, c'était super sympa. À bientôt. Ouais, à plus.